Day Trading, le podcast, notre sujet du moment, le taux de réussite ou le ratio bénéfice-risque, lequel prioriser? Un beau bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis en feu. Le sujet aujourd'hui, très important, puis il me tient vraiment à cœur parce qu'il est souvent mal compris, puis je suis convaincu que de bien saisir sa logique, puis des impacts qu'il apporte dans notre trading peut faire toute la différence entre la réussite et l'échec. Et pour discuter de ça, comme à l'habitude, je suis en compagnie de mon mentor, François J. Dubois. Comment ça va, chef? Ça va super bien, capitaine. Effectivement, risquer son... pas risquer, mais je veux dire protéger son capital, placer le fameux stop-loss, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre, puis c'est un truc qu'on va essayer d'expliquer à nos auditeurs qu'il faut respecter notre plan de match parce qu'on peut rapidement virer un gain considérable en perte si on n'est pas très discipliné. Donc, effectivement, discipliné, puis il faut comprendre ce qu'on fait, dans le fond, puis c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Puis moi, ce que je trouve un petit peu déplorable, c'est que souvent, c'est le taux de réussite qui est mis de l'avant, avant le ratio bénéfice-risque. Les gens veulent savoir, c'est quoi ton taux de réussite? Tu dois te le faire demander, même toi, souvent. C'est quoi ton taux de réussite? Oui, ça revient souvent, cette question-là, on le voit souvent sur les internets, comme j'aime dire, là, ton win rate ratio. Genre, tu as raison 6-7 fois ou 80-90% du temps. Puis avec les exemples que tu vas donner tantôt, moi, ce ratio-là m'importe peu. Donc, ça va peut-être choquer du monde, mais moi, ça n'a aucune importance, ce ratio-là. Puis c'est ça qu'on va essayer de démontrer à nos auditeurs. C'est ça, puis de permettre aux gens de se détacher de ça ou de mieux saisir ce qu'ils font de pas correct. Là. Parce qu'il y en a qui ont peut-être des comportements dangereux en ce moment qu'on va essayer d'aider. Moi, je peux très facilement affirmer là, avec une assurance inébranlable que je suis capable, dès maintenant, d'avoir un taux de réussite de 95% sur mes trades. À partir de maintenant, si je veux. Oui, mais cool, moi, c'est pas pour te relancer, mais moi, des fois, j'ai raison à 99% du temps. Exactement. Ah oui, c'est ça. Oui. Hey, ça paraît bien. On fait un beau petit montage, là. Ça, c'est là, c'est sûr que tu peux faire des montages, mais mettons que c'est un vrai 95, là. Quand tu dis montage, tu veux dire pour démontrer... Pour montrer notre taux de succès, mais on va voir qu'avoir raison 99% du temps, au bout de la ligne, ça peut... au bout du compte, qu'est-ce qui compte? C'est l'argent dans nos poches. Donc, on peut avoir raison 99% du temps, puis être négatif monétairement au bout de la ligne. Oui. Puis là, tu viens de me faire flasher, là, je fais vraiment une parenthèse, mais un sujet qu'on pourrait traiter à un moment donné, c'est les arnaques là, qui nous sont présentées, parce qu'on peut facilement démontrer à du monde qu'on a un haut taux de réussite avec des gros gains, même si c'est pas vrai. Mais ça sera un autre épisode. On a un nouveau sujet à suivre. Ça va être intéressant. Oui, je vais revenir avec mon exemple. Dans le fond, c'est quoi ma super stratégie? Là? En fait, la question n'est pas bien posée. Là. La bonne question, c'est quoi ton ratio R, ou ce qu'on appelle le R, ou le RRR, ou le Risk-Reward Ratio en anglais. C'est ça qui est la vraie question, parce que c'est facile d'avoir un gain avec un petit gain. Je vais vous lire la définition de balance bénéfice-risque dans Wikipédia. Très, très simpliste, mais quand même. Donc, la balance bénéfice-risque est la comparaison du risque d'un traitement avec ses éventuels bénéfices. Donc, on va comparer notre gain versus le risque qu'on prend. Puis dans le fond, qu'est-ce que j'essaie de démontrer, si je reviens à mon exemple, c'est que si je fais un profit de 0,01% sur chacune de mes trades, en allant chercher un mini mouvement, là, un tout petit mouvement dans le prix, bien, je vais gagner vraiment souvent, mais je vais gagner aussi vraiment petit. Puis là, qu'est-ce qui se passe, par contre, la contrebalance de ça? Quand je veux placer mon stop-loss, si j'ai une perte, mon stop-loss, je ne peux pas le mettre à 0,01% parce que je vais me faire sortir aussi souvent que je veux gagner. Fait que si je le mets, mettons, à 1%, ça va être quoi? La question la question, ça va être quoi le taux de réussite minimum pour seulement faire break-even? Seulement faire aucune perte, aucun profit. On laisse réfléchir les gens. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Ça serait quoi? François, la réponse? 99% du temps. Plus que ça, mon François. 100%. 100%? Non, c'est ça. Bon. Fait que c'est ça. Tu peux avoir raison 99% du temps, puis ça fonctionne pas monétairement au bout.
Mais non, parce que je risque 100 fois plus que mon gain. C'est ça. Fait que c'est impossible. Une perte, puis c'est tout perdu. Donc, on l'a démontré rapidement de même. Puis, ça, c'est toi qui m'avais parlé de ça à un moment donné, mais on a une petite charte là, qu'on va mettre dans les commentaires là, qui sert à ça un petit peu, à se donner les grandes lignes, là, à savoir c'est quoi les ratios quand je les utilise, mon taux de réussite moyen. Fait qu'il y en a quelques-uns, je pense que toi, il te parlait plus, là, tu sais. Parce qu'on voit beaucoup sur les... Je m'excuse de te couper, on voit beaucoup ça sur les groupes boursiers et puis chez beaucoup de négociateurs, moi compris, surtout à mes débuts, l'appât du gain. Donc, exemple, on achète une action, on va dire à 10 $, puis ça monte de 20 sous. On prend notre profit tout de suite parce qu'on vient de faire, exemple, un 100 $ vite. Mais à l'inverse, quand le titre chute, ben on est capable, l'humain est fait fort, le négociateur est fait fort. Souvent, on va prendre plus que 100 ou 200 $ de perte. Donc, le risque ratio est vraiment pas bon dans ce cas-là. Mais on dirait que c'est une maladie chez le négociateur, l'appât du gain rapide. Puis c'est ça qu'on va essayer de démontrer, que c'est important d'avoir des ratios. Il n'y a pas de formule magique, là, mais il y a des formules de base, je crois, que tout le monde devrait respecter. Puis c'est là-dessus qu'on va essayer de focusser aujourd'hui. C'est ça, parce que tu donnais un exemple tantôt que tu étais avec quelqu'un dans un groupe Forex, là, puis tu disais, le gars, lui, son ratio, c'était comme 0,5 de gain pour 1 de risque. Fait qu'il était le double de son risque. Fait que lui, il fait l'inverse. Non, c'est... Je ne sais pas si on s'est bien compris. Non, c'est le contraire. Il prenait, mettons, 2 points de perte pour juste 1 de gain. OK. Donc, la moitié de gain par rapport à son risque. 2 fois plus de risque. Oui, c'est ça. Oui. Deux fois, bref, 2 fois plus de risque. OK. Mais ça, ce que ça fait, tu sais, souvent, quand on cherche ou on lit, on cherche à obtenir un edge, hein, on cherche à obtenir quelque chose qui fait qu'on va gagner sur le marché. Lui, il part avec déjà une prise là, quand il fait ça, moi, je pense. Ben, s'il y a juste une erreur, ça va y prendre deux bonnes trades pour récupérer la seule erreur qu'il a faite. Donc, au final... t'es mieux, selon le graphique, là, je crois, il faut que tu aies raison, près de 70% du temps pour avoir raison avec cette méthode-là. Donc, surtout dans le marché du Forex, c'est un marché extrêmement volatile. C'est pas peut-être le meilleur marché pour pratiquer ça, là. Donc, on se fait sortir souvent à gain, mais souvent à perte, là. Donc, il faut que ce ratio-là soit vraiment bien utilisé, surtout dans ce milieu-là. Oui, c'est ça. Exactement. C'est sûr, si on prend un ratio de 1 pour 1, ben notre break-even, c'est 50%. Donc, si on fait 50% plus 1, ben là, on est comme le casino, là, on gagne. C'est ça. Parfait. Donc là, on vient d'expliquer un petit peu l'espèce de réflexe que les gens ont d'essayer de gagner souvent, dans le fond, en prenant des petits gains. Puis c'est un petit peu l'exemple des scalpers. Ils vont essayer d'avoir des petits gains. Je ne sais pas si on a parlé dans le dernier ou un autre. Là, on l'a probablement enregistré. Je ne sais pas si on en est rendu où. Mais ce que moi, j'ai envie de dire, c'est aux gens, ça prend vraiment de l'expérience avant de se lancer dans ça. Il faut que tu aies tes chiffres, il faut que tu connaisses ce que tu fais à fond. Là. C'est comme ça que je le vois. C'est mon opinion. Puis vous savez ce qu'on dit, tout le monde a le droit à mon opinion. Oui, effectivement. Mais oui, scalper, comme tu dis, c'est un métier en soi. Avant d'aller là, il y a beaucoup d'autres trucs à faire, là. Donc, le buy and hold, du swing trading, ça, c'est le scalper, c'est le Lewis Hamilton de la Formule 1. Donc, c'est pour les experts seulement. OK. D'un autre côté, on peut regarder ça aussi à l'inverse. Quelqu'un qui vise des gros ratios bénéfices-risques, c'est quelqu'un qui cherche à faire du 6 pour 1 ou du 10 pour 1. Qu'est-ce qu'il doit s'attendre, lui, par rapport à son taux de réussite, selon toi? Ben, il va souvent... Le taux de réussite, je crois qu'il va être beaucoup plus... plus élevé, non, c'est plus bas. Donc, si on cherche un ratio de 6 pour 1, donc faire 6 $ pour n'en perdre juste un, c'est comme, pour faire une analogie, c'est comme frapper un home run, un coup de circuit au baseball. Ça l'arrive de temps en temps, mais avant d'en arriver là, il va y avoir pas mal de coups sûrs puis des strikes, des échecs. Là. C'est ça. Puis de un, quand tu vises des plus hauts ratios, ben, tes trades sont ouvertes vraiment plus longtemps aussi. Là. Fait que ton capital, il est gelé là aussi en même temps. Si tu ne positionneras pas ton capital sur autre chose. J'aime ce point-là. J'aime cette avenue-là parce que si on vise, exemple, du 5, 6 pour 1, des fois, mettons, on parle pour un swing trade, ça peut prendre
on va dire, quelques jours, même quelques semaines. Là, du 6-1, ça dépend du produit, comment il est volatile. Là. Mais pour un titre normal de qualité, du 6-1, des fois, ça peut aller chercher quelques semaines à quelques mois, tandis qu'avec un ratio, on va dire, de 2-1 ou 3-1, quelque chose de plus normal, on va rentrer, sortir peut-être plus souvent. Donc, notre argent n'est pas immobilisé pour un mois. Là. Donc, c'est important d'avoir de l'argent qui roule tout le temps, là, que laisser dormir. Là. Exactement. Puis, tu sais, dans l'exemple ici, dans le tableau, on a du 5-1, mais à 5-1, il faut avoir une réussite de 17% pour faire break-even. Donc, c'est sûr que c'est permissif en même temps. On peut se tromper plus souvent, mais l'impact que ça a, c'est qu'on va avoir ce qu'on dit en anglais des drawdowns. Je n'ai pas trouvé l'équivalent en français qui fitterait, là. Je ne me souviens pas du mot, mais c'est une série de pertes, en fait, consécutives ou qui fait que tu perds plus souvent. Fait que ça te crée de la volatilité, là. Ton portefeuille va monter, baisser beaucoup plus que si tu te rapproches du 1-1, mettons, ou du 1,5-1. Parce que là, on parle en chiffres absolus, mais ça peut être des fractions. Là, tu pourrais viser... Des fois, moi, je ciblais 1,32 fois. C'était ça mon chiffre. Je ne sais pas pourquoi. Là, il y avait... Oui, tout le monde... moi, je vise sur... Idéalement, écoutez, moi, je vais être honnête avec les auditeurs. Là, du 3-1, c'est rare que je vais chercher ça. Parce que je suis plus... du style écureuil, faire des petites trades rapides de voleurs, comme on dit, mais je vise généralement le 2-1, mais moi aussi, j'ai comme un petit chiffre magique que j'aime. Là. Moi, c'est le 1,5 pour 1. Okay. Je trouve qu'il fonctionne bien pour moi. J'ai jamais fait de statistiques, mais j'aime ça. Puis c'est ça. Donc, mais si on vise un ratio normal, le 2-1, selon le tableau, on peut avoir raison seulement 40% du temps et être profitable au bout de la ligne. Là. Donc, ratio 2-1, je crois que tout le monde peut se permettre ça. C'est sûr, c'est pas un coup de circuit 5-1, mais c'est déjà mieux que ratio de 1-1. Là. On va jouer un petit jeu, si tu as le goût. On va supposer qu'on a un ratio là, qui est bien défini de 2-1. Deux bénéfices pour 1 de risque. Puis on va regarder ensemble comment est-ce que l'être humain, dans le fond, sans trop le savoir ou le vouloir ou inconsciemment ou avec ses émotions, mais comment il peut influencer ce ratio-là live pendant qu'il est en train de trader. Là, c'est facile. On sait que c'est facile. Ben oui, c'est facile. Les émotions. Donc, le premier scénario, donc, on est positionné, mais on va bouger son stop-loss vers le bas. On va le descendre. Normalement, pendant que le prix descend, on n'a pas le goût de sortir. Donc, on descend notre stop-loss un petit peu. Mais là, on va juste faire une parenthèse, parce que là, on parle de stop-loss. On est quand même technique. Là. On ne sait pas, c'est la catégorie d'auditeurs qui nous écoutent. Un stop-loss, il y en a qui ne savent peut-être pas c'est quoi. T'as raison. Dans le fond, un stop-loss, c'est quand un exemple concret, on achète une action à 10 $ et puis l'action tombe à 9 $. On dit qu'on veut prendre notre perte pour protéger notre capital. Dans le fond, c'est un niveau où ce qu'on n'est plus à l'aise financièrement ou mentalement, qu'on décide de prendre notre perte. Donc, ça peut être simpliste comme image, mais puis ça peut être facile pour 99% de nos auditeurs, mais pour ceux qui ne comprennent pas le principe du stop-loss, c'est quand on décide de prendre une perte. Quand notre transaction est comme invalidée, lorsqu'on est tanné d'être en position, qu'on a perdu, exemple, 50 $, on veut sortir. Donc, c'est ça un stop-loss. Donc, c'est ça. Comme Patrick il disait, déplacer notre stop-loss. Mettons qu'on est en position, on a acheté un titre et on espère que le marché monte. Et puis, notre stop-loss, on se donne, on va dire, 2-3% de perte qui représente notre ratio, comme on disait, de 2-1. Mais là, si on décide de déplacer notre stop, de notre perte de 50 $, on dit on va attendre. Puis ça, c'est un réflexe que tout le monde fait, même les plus experts. C'est une maladie, ça m'arrive encore des fois à l'occasion. On déplace notre stop. Au lieu de perdre 50 $, on dit on va attendre un petit peu, ça va remonter. On va déplacer notre stop à 75 $ de perte au lieu de, on va dire, 50 $ de perte. Mais là, on vient de scraper totalement nos statistiques. Nos ratios. Marche plus. Nos ratios, c'est ça marche exact. Plus. Fait que puis là, dans ton exemple, on était encore ratio positif, mais quelqu'un pourrait continuer à descendre, puis là, ça brise tout. Donc, en résumé, on évite de faire ça le plus possible. Un autre scénario, si on bouge à l'inverse notre stop-loss vers le haut
Donc, sûrement, le prix va dans notre sens, on est content. Puis là, on va faire ce qu'on appelle un trailing stop, là, un stop suiveur. Je ne sais pas c'est quoi le terme. Oui, un stop suiveur. Un stop suiveur. Puis, dans le fond, dans l'espoir que si ça va contre nous, là, on va rapetisser notre perte un petit peu plus. Mais qu'est-ce que ça a comme impact, ça, sur notre ratio de réussite? Encore là, ça va le diminuer. Le diminuer, parce qu'on va se faire sortir plus souvent. Donc, c'est une réflexion à avoir. Un autre scénario, si à l'inverse, là, on se met à bouger notre prise de profit, notre take profit, vers le bas, parce qu'on est impatient, puis on a le goût, puis on dit « Ah, OK, je vais encaisser. » C'est ça. Au lieu de viser, exemple, 11 $, on dit « Ah, à 10,50 on est satisfait. » Qui est un réflexe de tous les traders. Là. Mais encore là, comme Patrick dit, on vient de scraper notre ratio en faisant ça. En faisant ça. Notre ratio, puis dans le fond, par contre, notre taux de réussite va monter. Parce que notre prise de profit est plus notre proche. fameux win rate. On va avoir raison souvent, mais monétairement, au bout de la ligne, c'est pas ça qui va mettre l'argent sur la table. Puis ce que je trouve sournois dans cette situation-là qu'on décrit, moi, quand ça m'est déjà arrivé, plus qu'une fois, et ce que je trouve sournois, c'est que quand ça arrive, en fait, et qu'on le déplace, ça m'est arrivé de le déplacer parce que là, la résistance, je la sentais pas. Il y avait quelque chose que je ne sentais pas, puis je l'ai déplacé, puis j'avais raison. Sinon, on serait rendu presque à ma prise de profit, puis ça revirait de bord, puis j'aurais eu une perte. Mais en sortant tout de suite, je me suis évité cette perte-là. Mais ce qui est sournois, c'est que là, je me convainc que j'ai fait la bonne chose. Puis c'est pas nécessairement la bonne chose. Oui, mais dans ton cas, c'est pas pour te lancer des fleurs, là, ça fait longtemps que tu fais du trading, puis là, tu es en train de développer ton instinct du trader. Puis ça s'en prend pas nulle part. Si tu as décidé exemple, ton ratio est à 2 pour 1, il ne faut pas s'enfarger d'un fleur du tapis. Là, ton ratio est à 2 pour 1, mais mettons, tu es à 1,98 au lieu d'être à 2. Puis là, il y a d'autres confluences, comme on dit, mettons, il y a une moyenne mobile ou il y a une nouvelle qui va sortir. Bien, des fois, tu veux prendre ton profit pour X raisons, mais ça, il y a aussi souvent le feeling, comme on dit. Donc, si toi, ça t'arrive souvent, mais c'est parce que ton instinct de trader commence à être bien développé. Ben écoute, c'est très bien, mais en fait, ce que ça m'amène aussi, c'est comme l'exemple la semaine passée, c'était Joe Biden, je pense, qui parlait. Je me souviens pas si c'était ça ou la... oui, puis ça a fait tomber les marchés temporairement. Le US, tu sais, fait que... Parce qu'il voulait taxer les gains en capital. Oui, c'est ça, il voulait augmenter ça, c'est ça. Puis moi, dans le fond, j'étais déjà en position, puis juste avant, j'ai décidé que je sortais, mais mon ratio n'était pas respecté, mais là, il y avait un élément extérieur qui était l'incertitude totale, là. Ça aurait pu même faire une volatilité extrême, là, ces événements-là, tu sais. Fait que dans ce temps-là, j'accepte temporairement, puis il n'y a rien qui empêche qu'après qu'il a fait son discours, que tu rembarques, là, si tu veux rembarquer. Là. Puis dans ton exemple encore, dépendamment quelle journée vous allez écouter le podcast, mais là, cette semaine, vendredi, il y a la plus grosse nouvelle économique aux États-Unis qui va sortir, c'est le Non-Farm Payroll. Oui. Donc, si votre cours cible est proche d'être atteint, mais vous n'avez pas votre 2 pour 1, mais vous êtes à 1 point, comme je dis tantôt, 1,90, 1 pour 1,90 au lieu d'être à 1 pour 2. Des fois, c'est mieux de prendre ses profits avant une grosse nouvelle majeure. Là. Mais là, on parle surtout, on parle pas pour du buy and hold. Là. C'est surtout vraiment une discussion de swing trading, court terme, scalper. Là. C'est sûr, si vous êtes pour du buy and hold style Buffett, même si c'est une grosse nouvelle qui va sortir, ça vous dérange pas. Mais c'est des règles générales qu'on peut appliquer, là, les ratios 2 pour 1, 3 pour 1, même pour du buy and hold. Là. On fait du délestage. Souvent, mettons, quelqu'un va acheter pour, on va dire, 10 000 actions de Apple, mais quand on a atteint un certain ratio, on peut faire du délestage. On peut sortir 10% de notre position. Pas toutes, parce que des titres de qualité, il faut garder ça pour le long terme généralement, mais on peut jouer... j'aime pas ça dire ça, ce mot-là, jouer. On peut jouer avec notre position. Au lieu d'avoir 100% en position, quand on a atteint un certain ratio, on sort, on va dire, un 10%. Et puis là, ça nous laisse un petit 10% de lousse. Là. Si le titre replie, ben, on peut le racheter selon l'analyse technique ou selon les nouvelles ou le fondamental. Mais bref, ça s'applique aussi pour le fondamental un peu, qu'est-ce qu'on parle. Là. Donc, c'est pas tout noir ou blanc, autrement dit, ce que tu es en train de nous expliquer. Non, c'est la bourse. Tu as des zones grises. C'est jamais noir ou blanc.
Il y a le dernier scénario ici, que dans mes 4 scénarios, là, bouger sa prise de profit vers le haut. Donc, l'éloigner parce que ça va bien, ou peut-être que tu sens qu'il y a un momentum. Donc, c'est sûr que quand on a l'expérience, comme tu l'exprimais tantôt, ça fonctionne bien. Mais quand on ne le sait pas, là, puis on explore, moi, je pense qu'on est mieux d'éviter aussi. On a vu beaucoup ça en 2017 dans la bulle cannabis. Oui. Le monde achetait des titres à 50 sous, $1, ça montait à 1, 2, 3, puis il avait raison quand même. Là. Il dit, moi, je veux vendre plus haut, je veux vendre plus haut, je veux vendre plus haut. Oui, exemple, Canopy a passé de 1$ à 60$. Si la personne avait vendu à 2$, elle aurait été satisfaite, puis elle aurait dit, pourquoi je ne l'ai pas gardé? Fait que, en voyant le passé, souvent, le monde dit, je vais... Alors, regarde, ça l'a fait ça dans le passé, je vais déplacer mon cours cible, je vais le mettre plus haut, plus haut, plus haut. Mais au bout de la ligne, souvent, on ne réussit jamais à vendre le haut. Là. Je pense qu'il faut respecter notre plan, mais déplacer son stop vers le haut, comme tu parles, c'est correct. Une fois qu'on atteint notre cours cible, si on décide de déplacer notre target vers le haut, allez-y, mais utilisez le fameux trailing stop. C'est peut-être là qu'il faut l'utiliser. Quand tu es à profit. Après que tu as atteint ton ratio, on va dire 2:1. Ton trailing stop, tu ne commences pas à le mettre avant. Donc, tu le mets après que tu as atteint ton 2:1. Tu prends des profits partiels. Puis après ça, c'est là qu'on y va pour le fameux home run. Donc, ça garde une porte ouverte. C'est ça. Une possibilité. C'est ça. Au lieu de fermer la chose. Mais bref, comme tu dis, déplacer son cours cible, ça, généralement, parce que là, je parle de la bulle cannabis qu'il y a eu en 2017 avec la légalisation. Mais sinon, dans un monde normal, déplacer son cours cible à la longue, je ne suis pas sûr que c'est gagnant non plus. Moi non plus, j'y crois pas, en fait. Mais tout ça, dans le fond, c'est beaucoup encore la gestion des émotions. Ça revient toujours aux émotions. Puis d'avoir un plan écrit, avoir un plan défini. Si on n'en a pas, c'est sûr qu'on va faire des choses comme ça. Oui. Écoute, ça comble un petit peu ce qu'on avait à couvrir. Hein. Le but, c'était vraiment d'inspirer les gens à s'attarder à ça puis à prendre du temps pour réfléchir à ça. Parce que quand on y réfléchit puis on y pense souvent, à un moment donné, ça nous habite puis ça change la façon dont on trade. On va faire plus attention, on va en prendre soin, autrement dit, là. C'est ça que moi, j'avais envie aujourd'hui d'inspirer les gens. Et en conclusion, on pourrait dire que plus on cherche à avoir un ratio bénéfice-risque élevé, plus notre taux de réussite va être bas, puis vice-versa, dans le fond. Puis il faut trouver là-dedans notre équilibre. Ça, c'est propre à chacun. Le scalper, généralement, il va y aller pour du 1:1 ou, comme on parlait tantôt en introduction, même en bas de 1:1, parce que souvent, le scalper, c'est quelqu'un d'un peu plus expérimenté, puis il a raison plus souvent. Donc, s'il prend seulement, on va dire, 80 sous de profit pour $1 de perte, c'est un ratio en bas de 1. Mais si cette personne-là a raison, on va dire 7-8 fois sur 10, au bout de la ligne, c'est gagnant. Là. Mais c'est surtout, je dirais plus les experts. Mais tu sais, pour le average Joe trader, moi, je recommande au monde d'y aller avec un ratio d'au moins 1,5 ou 2:1. Il faut mettre les chances de notre bord. Parce qu'avec un ratio de 2:1, tu peux avoir seulement raison 40% du temps, puis au bout de la ligne, d'être profitable. Donc, c'est là-dessus je crois que ce podcast-là était pour les auditeurs, là, d'avoir un plan de match établi avant d'entrer en position, puis calculer nos ratios. On n'a pas parlé tantôt, mais on en a parlé avant le podcast, mais un truc pour respecter, c'est quoi le truc pour respecter notre plan de match? Bien, surtout pour le scalper, mettons, ou le swing trader, là, quand on est devant l'ordinateur, bien, simplement se reculer de l'ordinateur, débrancher notre souris, aller prendre une marche, ça va vous permettre de respecter votre plan de match. Si vous n'êtes pas devant votre ordinateur, mais vous avez mis votre stop dans votre ordinateur, vous avez eu votre cours cible à 2:1. Si vous n'êtes pas devant votre ordinateur, mais aucune chance de tricher. Exactement. Oui. Ce qu'on appelle le setup and forget en anglais. Ah, tu m'apprends ça. OK. Tu configures et puis tu oublies. Tu le laisses aller. C'est une bonne technique. Moi, ça fonctionne beaucoup. Quand je suis sur une position, vraiment sur du court terme, je vais juste prendre une petite marche 1 minute. Je vais faire le tour de la maison, puis je reviens, puis ça le fait ding, comme on dit, ça fait ding-ding d'un bord ou de l'autre. Là. Soit à gain ou à perte, mais au moins, ça m'a permis de ne pas tricher. Donc, tu sais, ça fait 27 ans que je fais ça, puis
j'ai pas de la misère, là, mais c'est des petits trucs. Si je suis encore obligé d'utiliser ces trucs-là, imagine le trader normal ou débutant, comment il peut tricher. Donc, ayez un plan de match, puis respectez-le. On va essayer de brainwasher nos auditeurs, là, mais un plan de match, c'est super important. C'est comme dans tout, trading ou n'importe quoi. Là, avoir un plan de match, là, c'est tout le temps gagnant. Prendre de la discipline. Donc, on espère que ça vous inspire puis ça va vous allumer autant que nous de réfléchir à ça. Je termine avec ma petite phrase qui, j'espère, deviendra un classique à la fin de nos podcasts. Un trader qui gagne souvent et qui gagne plus qu'il ne risque vivra le succès et l'abondance. Très, très bien dit.